Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je pars à la découverte du cinéma d'Andrei Zvyagintsev, un auteur russe qui a commencé sa carrière au début des années 2000, qui va proposer son nouveau long au Festival de Cannes là, incessamment sous peu, Minotaur, mais donc je ne commence pas par son Léviathan, autre créature mythologique, mais tout simplement par son premier long métrage de fiction, sorti en 2003, Le Retour. Je vous passe le titre original parce que je risque vraiment de massacrer sa prononciation. Au casting, alors terrible destin, hein. Le plus âgé des deux adolescents est interprété par Vladimir Garin qui décédera quelques mois plus tard à l'endroit d'ailleurs, dans le même lac où ils ont tourné une majeure partie du film, mais quelques jours à peine avant la première diffusion en avant-première du film. Voilà, c'est assez tragique quand même. À ses côtés, le plus jeune est joué par Ivan Dobronravov et le père de retour, c'est lui donc le retour, est interprété par Konstantin Lavronenko, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le film suivant du metteur en scène. La mère, vite fait au début du film, est jouée par Natalia Vovina. C'est difficile de faire ça le matin quand vous n'êtes pas sûr de bien prononcer les noms, mais peu importe. Et du coup, alors Zvyagintsev, voilà, on en a beaucoup parlé, notamment pour Léviathan, etc., que je verrai un jour. C'est l'un des héritiers, alors c'est toujours galvaudé de dire cela, parce que c'est plus vague et plus riche et large que cela, le cinéma russe, mais un des héritiers de Tarkovsky. Bon, c'est un de ses cinéastes préférés, parmi tant d'autres, Bresson, Bergman, peut-être qu'on peut retrouver de cela ici. Et en effet, le retour à quelque chose de cela, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un film assez entre guillemets contemplatif, spirituel, je dirais quasi métaphysique, mais on est vraiment dans un drame humain ancré dans une réalité, avec l'histoire de deux adolescents un petit peu voilà, turbulents qui jouent avec leurs amis à plonger d'une plateforme dans l'eau. Le grand frère n'épargne rien à son petit frère, ce dernier n'osant pas d'ailleurs aller au bout du grand saut, il est trop jeune pour cela, il a surtout le vertige, et évidemment l'aîné ensuite va le traiter de poltron, etc., ils vont même s'embrouiller devant leurs camarades. S'ensuit une course effrénée du plus jeune. Il va y avoir un truc autour de cela. Je reviendrai évidemment sur les tenants et les aboutissants dans une zone spoiler pour la conclusion. Mais voilà, il court, le grand frère suit. Et rentrer chez la mère, aux surprises. Non, ils ne vont pas continuer à se disputer, etc. Mais celle-ci leur apprend que leur père est de retour, 12 ans après sa disparition. Voilà, c'est soudain. Il n'avait de lui que de très vagues souvenirs, enfin pour l'aîné, parce que le plus jeune était vraiment bébé, et une photo qui vont ressortir dans un livre. Je reviendrai sur ce point après. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le père décide de reprendre donc une connexion avec ses enfants, d'entreprendre, on va dire, un lien avec eux, et de les emmener quelque part pour une partie de pêche quasi initiatique, hein, si vous voulez, qui normalement doit durer 2 jours, je crois, mais en fait qui va durer beaucoup plus longtemps et qui va les amener au plus loin, à travers les routes russes, jusqu'à une île abandonnée avec ce lac. Vraiment quelque chose de mystérieux, là. Qu'est-ce que le père recherche? C'est une bonne question. Est-ce que les fils vont, eux, trouver quelque chose avec le père? Au-delà même de potentiels objets trésors, on n'en sait pas. Cela, le plus important, est l'idée non plus. C'est beaucoup plus, voilà, abstrait, on va dire. Et ils vont ainsi parcourir un petit peu un autre univers avec cette reconnexion-là. La vie va changer pour les ados. C'est vrai que quelque part, cet endroit-là, c'est à mi-chemin entre la zone de Stalker, mais retourné pour plein de raisons. On est loin d'une forme de bienveillance, là, de connexion avec Dieu. C'est un peu plus brutal, même si le divin et la religion a quelque chose là-dessus aussi dans les thématiques. Enfin, il y a des allégories, si vous voulez. Et donc, entre la zone de Stalker et une île à la Bergman, hein, l'un des films préférés du monsieur étant L'heure du loup, voilà, cet isolement quelque part où on va réfléchir, et pas forcément de façon très tranquille à certaines choses. Parce que oui, il va y avoir un peu de violence. C'est aussi un discours et une réflexion sur le patriarcat, pater, le père directement, mais aussi cet héritage masculin qui est de toute façon présenté ainsi au début du film. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu peux le traverser, ce film. C'est un film que tu traverses, avec les personnages qui traversent, avec beaucoup de moments de silence, des plans qui s'ouvrent, qui sont larges sur la nature, qui enferment un petit peu cette famille recomposée, si on veut, ou dans leur voiture, ou dans ce qui se passe, voilà,
dans ce qui les entoure tout simplement. Hein. Des moments voilà, qui posent, grand panorama, des petits travelling panoramiques vite fait, et une magnifique photographie qui va avec, un côté un peu terne, mais qui colle avec la nature, qui la transforme en, on va dire, décor, donc oui, de récit initiatique, ces tonalités un peu grise, verte, bleue, comme ça, j'aime bien cette idée. Mais oui, voilà, tu passes, le film passe. Mais entre ce début et cette finalité, tu comprends l'idée d'une boucle, c'est-à-dire qu'arrivé au bout, tu saisis en fait la grande force du film, et tu n'as presque qu'une envie, c'est le revoir pour mieux saisir certaines choses en son centre, on va dire ça comme ça. Cette introduction, déjà, nous dit tout. Elle présente totalement le problème. Deux jeunes ados qui ont donc l'absence d'une figure paternelle et qui construisent une certaine masculinité en son absence, en mode un petit peu toxique avec les camarades. Tiens, on va jouer à celui qui va sauter, qui va pas avoir peur et tout. Donc il y a déjà ce questionnement-là, ce virilisme, si vous voulez, où le grand frère reproche au petit frère, mais bien trop jeune par rapport aux autres. Enfin, il y a quand même une idée, là, c'est compliqué, de ne pas être, voilà, de ne pas avoir assez de courage comme un mec, quoi. Et très vite derrière, la figure masculine, donc fondatrice, revient, celle qui n'a pas pu poser les bases, et on le sent d'ailleurs, c'est très Chateaubriand la relation entre les deux frangins, et évidemment, factuellement, les deux vont avoir une relation très différente avec le père. Pas étonnant que le grand frère, plus déjà masculin dans son... lui-même, hein, son autorité par rapport au petit, d'ailleurs, son petit frère, il le surnomme puisqu'il le prénomme. Il y a une idée aussi de... Oui, il a un peu pris la place paternelle. Et bien lui, le grand frère, va plutôt être proche du père qui revient, même si c'est un peu plus compliqué, il va y avoir des développements quand même, tandis que le petit, lui, il est très méfiant, il a très vite compris que cette construction par paternalisme-là n'est pas non plus la vraie solution, et que lui, il a le doute, quoi. Donc, mais d'où il revient, ce père-là? On n'en saura jamais vraiment beaucoup plus, en fait. Hein. Histoire de guerre, histoire de fuite, de retour, bon. Bref, c'est voilà, ce côté métaphysique et mystère. Le mystère reste au-delà du film, de toute façon, et c'est ça qui fait que ça l'englobe. Hein, c'est ça qui est important. Il y a pas, ne cherchez pas d'explication plus que cela, même si justement on peut faire des interprétations de certaines choses par la suite. Et donc voilà, ce voyage-là, qui va durer quelques jours, va être parsemé de petites épreuves que le père semble imposer à ses enfants de façon très étrange pour les faire grandir. Voilà, tu vas chercher un endroit à manger, bon, finalement il récupère pas le fils direct qui va errer quelques temps, il va revenir. Plus tard c'est le petit qui va aussi être sous la pluie à attendre plusieurs heures. Des trucs complètement, enfin ça a l'air sadique sur le papier, mais comme si il essayait de les tester. Et c'est là où on en revient avec une forme d'allégorie biblique qui, à un moment, je me suis dit, j'ai ressenti quelque chose, peut-être sur une histoire, voilà, des épreuves imposées par Dieu à... Alors, j'ai fait une petite recherche vite fait après, et c'est à Abraham. Vous savez, à sacrifier son fils. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, il s'appelle Isaac, je crois. Et il va le faire, il est prêt à le faire, puis Dieu arrête le geste au dernier moment, et finalement, ce sera un agneau qui sera sacrifié à la place, ou un bélier, enfin bon, un truc comme ça, pour tester la foi, quoi. Et t'as un peu l'impression que le père, il est un peu entre les deux. Comme s'il a dû faire ce sacrifice au préalable pendant plus de 10 ans, donc, et il revient, et maintenant il s'apprête à faire une certaine forme de sacrifice aussi avec ses enfants. Mais est-ce que, quelque part, ici, Dieu n'est pas absent dans ce film? Parce qu'il y a des allégories divines, enfin religieuses, mais est-ce que ce n'est pas un film aussi, un God-forsaken place, comme on dit en anglais, une terre abandonnée par Dieu avec la métaphysique humaine, là, qui fait qu'il n'y a pas spécialement de porte de sortie ou de rédemption? Bonne question. Mais c'est pour ça que, en fait, j'ai réfléchi à ça, parce qu'au début du film, j'aime bien les petits moments de détail. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous voyez un film chez vous, pas au cinéma. Mais il découvre cette photo dans un livre. Évidemment, vous le voyez comme ça en live et tout, vous voyez des images, mais hop, après c'est fini, puis vous pouvez même pas vérifier par la suite, parce qu'il n'y a pas des images précises du film avant la sortie plus tard en VOD, etc., ou DVD, Blu-ray. Mais, il y a, donc ils prennent cette photo, la seule connexion qu'ils ont avec leur père, c'est cette photo-là, histoire de photo très important, en rapport à la mémoire, ce qui reste ou non d'ailleurs, ce qui reste quand même, mais ce qui a été, mais qui finalement n'est plus là, ou n'a pas vraiment été là, parce qu'ils n'ont pas vraiment vécu cela, les deux jeunes, avec leurs vrais souvenirs. Et cette photo, elle est bloquée dans une sorte de livre, j'ai reconnu des icônes religieuses dessus, et en faisant un arrêt sur image, la photo, elle est littéralement à l'endroit où, alors, je ne peux pas dire avec certitude que c'est cela, mais ça donne l'impression, parce qu'il y a des textes, mais c'est avec l'alphabet cyrillique en russe, et je ne lis pas ça.
Cette photo est vraiment à l'endroit où on voit quelqu'un qui est prêt à sacrifier et la main de Dieu l'arrête. Et je me demande si c'est pas donc une iconographie d'Abraham, etc. Et du coup, tout fait sens. Voilà. Certainement pas par hasard, il a dû glisser une image là. Il n'a pas fichu ça, voilà, au milieu d'un livre de Tolstoï, ça aurait pu remarquer, hein, de me dire, mais ou autre, hein, non, ou une revue de National Geographic. Non, c'est là, c'est précis. Hein, un livre qui a pris la poussière dans un coffre, etc. en plus. Et à partir de là, tu vois l'idée. Et donc après, bah oui, ces idées de défis, d'épreuves, de traversées, donc stalkerienne, mais comme je le disais, très différent de stalker, parce que là, c'est pas... Enfin, on sent quand même que c'est beaucoup plus violent. D'ailleurs, le père est assez dur avec ses enfants. On se demande ce qui s'est passé. Hein. Est-ce qu'il est sorti d'un camp de prisonniers? Enfin, on peut toujours imaginer qu'il a une reconstruction de violence par-dessus, ou on ne sait pas. Et alors, voilà, après, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Ils vont pêcher dans cet endroit très isolé, beaucoup plus loin que prévu. Donc, à la Bergman aussi. D'ailleurs, Bergman traitait les rapports familiaux, mais c'était plus... Enfin, il y avait des personnages féminins, hein, souvent, chez Bergman. Là, il n'y en a pas. La mère, elle est très effacée au début. Elle a l'air de subir, comme elle a subi pendant des dizaines d'années, du coup, l'absence de son mari. Et après... la difficile éducation des enfants sans père. Il y a une autre femme aussi, à un moment aussi, au début du film, alors je ne sais pas, est-ce que c'est la sœur, la grand-mère alors... Bref, il y a tout ça, et après, donc, trouver à la pêche, hein. C'est pas Moby Dick, c'est vrai qu'on pourrait penser à ça aussi, une autre forme de quête, mais c'est beaucoup plus, voilà, dans cette idée de déconstruction spirituelle, métaphysique, en lien donc avec une forme de divin, mais le divin, ici, le Père, n'est pas le Dieu, où Dieu a abandonné le Père, qui abandonne ses enfants, et il retrouve ensuite le père. Mais c'est un film où quand même on a des jeunes qui ont perdu leur repère, perdu leur père et leur repère. Maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont récupérer le père ou reperdre le père dans les repères. Désolé, je fais un peu n'importe quoi là, mais vous m'avez compris. Spoiler. Ah c'est terrible. Parce qu'ils vont en effet reperdre le père. Donc ils ont perdu des repères, le père revient et ils reperdent leur père. C'est là où le début fait sens, absolu. Cette idée de hauteur, prendre de la hauteur et ne pas oser. À un moment, le jeune frère qui n'a pas osé, qui a peur, décide d'affronter son père qui est violent envers son grand frère, et lui, il veut pas que son père le touche, le petit. Il le dit, moi je le tuerai si besoin. Il dit ça à son grand frère à un moment. C'est une terrible prophétie. S'il me touche, bon, du coup là, s'il te touche toi aussi, mais bon, c'est se fait protecteur indirect aussi. Mais s'il me touche, je le tue. Et en effet, bon, pour éviter que le père le touche comme il venait de frapper son grand frère, alors là, c'est fort. Grand courage du jeune Ivan, Vania, d'ailleurs le père l'appelle Vania à ce moment-là, et Vania c'est le diminutif protecteur de Ivan. Je crois que c'est la seule fois du film où il l'appelle comme ça. Ivan va monter sur cette tour, encore une tour comme au début, enfin, voilà, en hauteur, plateforme. Il n'a pas peur, parce que cette idée de survivre face au père, ou de résister au père, est plus forte que la peur. Donc il va avoir son œuvre de courage, mais en défiant le patriarcat, le paternel. Il va monter, et en effet, le père, en essayant de le récupérer, il va tomber. Donc indirectement, il va tuer le père. Il va tomber, magnifique scène hein, de renverse. Voilà, bon, avec un autre acteur étendu au sol, voilà, de loin on voit pas la différence. Stratagème de cinéma, mais ça fonctionne super bien. C'est ça la magie aussi du 7e art. Et donc Ivan a tué le père est mort. Et donc la perte de père et de repère, et reperte du père, elle est confirmée là. Par contre, évidemment, les deux vont en sortir grandis, je ne sais pas, mais au moins avec un lien. Ils ont traversé quelque chose, ils ont traversé leur zone psychologique de l'adolescence à l'âge quasi adulte, enfin du moins pour le grand. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils perdent le père 2 fois, enfin, d'une 3e fois, j'ai envie de dire. Pendant 12 ans, là il est mort, et ils vont perdre le corps. C'est-à-dire qu'ils veulent rapatrier le corps, traversant le lac, à un moment ils percutent quelque chose dans le lac, ils vont au bout, et ils laissent le bateau quelques instants qui va couler au fond du lac. Et le père sera jamais perdu. Alors c'est là où c'est terrible, parce que évidemment, quand on songe que l'acteur qui joue donc le grand frère va périr et disparaître au fond, probablement de ce même lac, quelques mois après, ça fait froid dans le dos. Mais donc ils ne ramèneront même pas le corps, comme si ce père finalement ne s'était que matérialisé quelques instants, il n'en restera plus qu'aucune trace. Bon, ils ne l'ont pas fantasmé, bien sûr, il y a quelque chose de palpable là, mais c'est du cinéma, on peut avoir aussi une lecture autre. Et à la fin, le film se termine littéralement, alors avec un travelling arrière qui s'éloigne de cet endroit, comme si c'était l'esprit du père qui s'éloignait, qui s'envolait. Et après, le film décide de conclure sur des photos en noir et blanc. Alors il y a la photo du début, et des photos en noir et blanc que l'on comprend probablement issues de l'appareil photo du père.
des photos de ce voyage-là, des photos de choses qu'on n'a pas vues dans le film pratiquement, où on a l'impression qu'il y a une complicité qui s'est nouée entre les deux enfants et le père, sur certains moments, des photos au lac, dans la voiture et tout. T'as vraiment cette impression-là, même s'il y a un peu de flou par moment. Et c'est intéressant parce que ça donne une autre relecture de ce voyage-là. D'où on a vu les moments de tension difficiles, mais peut-être que le film a fait l'économie de moments où, bah, c'est ça, il en fait ce qui veut du temps cinéma par son montage, par ses choix, le metteur en scène, Zviagintsev, un peu comme Tarkovsky le faisait, mais en fait, en photo, il nous montre qu'il y a eu des moments, quand même, où c'était plutôt détendu, et ils ont pris plaisir, et ils ont décidé d'immortaliser certaines scènes. Ça, c'est intéressant, ça donne une autre perspective. C'est beaucoup plus, on va dire, c'est moins sombre, ou moins dur que ce qui nous a été montré pendant le film. Et on termine aussi sur une photo, alors, voilà, du père jeune, plus jeune, avec l'un de ses enfants dans les bras, je crois que c'est l'aîné, voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est des photos qui viennent probablement de l'appareil du père. Mais, ou pas. Enfin, oui, peut-être qu'ils ont récupéré l'appareil qui était resté dans la voiture, je ne sais plus. Il me semble qu'il a un appareil, le père, à un moment. Enfin, j'ai un doute sur ça, mais bon, bref. C'est assez fort comme finalité sur la mémoire. Mais la mémoire qui reste, finalement, il ne reste plus que des images. Au-delà même des souvenirs et du film. Au final, de ces souvenirs qu'on a vus là. Je ferme la zone spoiler. Belle découverte, finalement, hein, le retour de Zviagintsev. Belle découverte, cependant, dis-je, parce que c'est vrai que pendant une partie du film, j'étais là en mode ouais, d'accord, ok, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais est-ce que ça vivote, ça survole, c'est beau, mais en fait, arrivé au bout, tu comprends toute cette construction-là qui doit remplacer une déconstruction. Et donc, remettre les liens, mais très difficile. Mais au final, arrivé au bout, des liens se sont tissés, quelles que soient les épreuves terribles qu'ils aient traversées. Il s'est passé quelque chose. Je renvoie dans la zone spoiler et tout. Il y a une forme de finalité qui fait que. Mais bon, évidemment, ça n'a pas été sans peine. En tout cas, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, de son cinéma. Enfin, j'ai décidé de commencer par son premier. C'est ce que je fais souvent quand je découvre un cinéaste. Enfin, du moins, j'essaye de le faire. C'est pas tout le temps le cas, évidemment. Je ne sais pas du tout quand je verrai, et si je verrai son nouveau, ça va dépendre de sa sortie en salle et sa diffusion. Au pire, ça sera rattrapé une autre fois. Je ne sais pas si j'en verrai d'autres aussi d'ici là, mais en tout cas, voici donc ici ma découverte de ce cinéaste Andrei Zviagintsev. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de son cinéma, de ce film-là ou d'autres, bien sûr. Et si vous espérez le voir, son nouveau, peut-être que certains qui m'écoutent là iront à Cannes et seront présents dans cette séance. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.